Alors on me dit oui, mais alors si on quitte l'euro, le nouveau franc va perdre 80% de sa valeur. Je me rappelle, j'avais fait une conférence comme ça, c'était enfin un débat à l'université de Compiègne où il y avait une espèce d'escogriffe là, qui était proche des Verts qui m'avait dit si on sort de l'euro, le franc nouveau va perdre 80% de sa valeur. Alors moi non, et pourquoi pas 250% aussi. Enfin, on va peut-être nous le donner. Non. Soyons sérieux. Imaginez un instant que le franc perde 80% de sa valeur. Imaginez. On fait un taux de change, je vous le rappelle, hein, dans mon projet, 1 euro, 1 franc. On ne revient pas au franc, à l'ancien franc. On ne va pas multiplier par 6,55, 957. Sinon, vous vous apercevriez que le prix du café, ça rendrait le gouvernement impopulaire. Donc on fera un franc égal à 1 euro, dans un premier temps. Et puis après ça, le franc vivra sa vie et probablement se dépréciera de l'ordre de 5 à 10%. Mais imaginons qu'il se déprécie de 80%. Ça veut dire par exemple qu'une bouteille de champagne, qui actuellement vaut, mettons, 30 euros, oui, qu'est-ce que je veux dire, 32 euros pour simplifier mon calcul, mais si elle perd 80% de sa valeur, ça veut dire qu'elle va perdre 80% de 32 euros, ce qui fera... Allez, 80% de 30 euros, on va dire, ça fait 24 euros, c'est ça. Ça veut dire qu'elle ne vaudrait plus que 6 euros pour les mondes extérieurs. Ça veut dire que si le franc perdait 80% de sa valeur, vu des États-Unis, vu du Japon, vu de Moscou, etc., une bouteille de champagne ne vaudrait plus que 6 euros. Qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'immédiatement, il y aurait une demande mondiale énorme sur la bouteille de champagne, comme sur les voitures, comme sur tout. Et donc, demande énorme fait qu'il y aurait une énorme demande d'achat de francs, et donc le franc monterait sur les marchés monétaires internationaux. C'est comme ça que ça se passe. Une monnaie ne peut pas dévaluer, déprécier de 80%. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, parce que tout simplement, ça reviendrait à dire qu'on brade tout ce qui est produit, tout le monde se précipiterait, et il y aurait immédiatement une remontée de la monnaie nationale. Il faut donc être sérieux. Le Fonds monétaire international, aujourd'hui, estime que l'euro est à peu près surévalué de 6% pour la compétitivité de l'économie française, tandis que l'euro est sous-évalué de 15% pour la compétitivité de l'économie allemande. Ce sont des appréciations du Fonds monétaire international qui valent ce qu'elles valent, mais qui correspondent à peu près à ce que l'on sait, c'est-à-dire que depuis 1999 jusqu'à maintenant, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée par rapport à l'économie française de 21%. Voilà. C'est pas nouveau, ça fait des décennies que ça dure. De 1949 jusqu'à 1999, eh bien, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée constamment par rapport, s'est accrue plus rapidement que la compétitivité de l'économie française. Pour toute une série de raisons. Les Allemands sont des Allemands, les Français des Français. Il y a plus de discipline en Allemagne, il y a moins d'inflation sous-jacente, il y a plus de lutte pour l'appropriation de la valeur ajoutée en France, etc., etc. On n'a pas les mêmes tissus économiques. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans? Progressivement, le franc s'est déprécié par rapport aux marques pour permettre de rétablir la compétitivité de l'économie française au niveau planétaire. Et ça n'est pas parce que l'on déprécie une monnaie que le peuple perd du pouvoir d'achat. Bien au contraire, c'était la période des 30 glorieuses. Actuellement, ce mécanisme n'existe plus. Donc actuellement, nous avons une monnaie qui est la même pour l'Allemagne et pour la France, sauf qu'elle est trop chère d'environ 6 à 8 pour 10% pour la France. Elle n'est pas assez chère d'environ 15 à 20% pour l'Allemagne. Le résultat, c'est que l'Allemagne dégage donc des excédents commerciaux énormes, 250 milliards d'euros, alors que la France dégage des déficits commerciaux géants de l'ordre de 47 milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle, si nous sortons de l'euro et qu'on recrée le franc, le nouveau franc perdra 6 à 10% par rapport au dollar. C'est cet objectif d'une dépréciation de 10% que je fixerai à la Banque de France. Pourquoi? Pour rendre notre monnaie compatible avec la compétitivité de notre économie, pour relancer la machine économique française, pour faire baisser pour de bon le chômage de masse. Nous pourrons faire baisser, selon l'étude qui avait été faite par Jacques Sapir pour la Fondation Respublica, de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A en 2 ans. La seule façon de faire vraiment baisser le chômage en France,
c'est de rétablir la compétitivité externe de notre monnaie. Tous les autres, ce sont des cautères sur des jambes de bois. On l'a bien vu d'ailleurs. Parce qu'au fur et à mesure que la compétitivité de l'économie allemande s'améliorait par rapport à l'économie française, de façon parallèle, on a vu monter le nombre de chômeurs en France. 1 million de chômeurs en plus sous Sarkozy, 1 million de chômeurs en plus sous Hollande. Je parle des chômeurs de catégorie A. Ben, si vous voulez continuer comme ça, votez Macron, votez Fillon, votez Hamon, votez Tartampion, et vous aurez en définitive 1 million de chômeurs encore en plus en 2022, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons continuer sur ce désastre. Alors, certains disent oui, mais alors si le franc va perdre 10%, alors c'est autre chose. Si le nouveau franc se déprécie de 10%, est-ce que je vais perdre 10% de pouvoir d'achat? La réponse, non. Encore une fois, et pas du tout. Et pourquoi donc? D'abord parce que si le franc perd 10% par rapport au dollar en valeur externe, ça veut dire que les produits importés vont coûter 10% plus cher. Bon. Mais les produits importés, c'est 30% de notre consommation. Ça veut dire que l'indice des prix devrait augmenter de 3% au maximum. Mais en réalité, dans un marché extrêmement concurrentiel, la concurrence fait rage et la hausse sera moindre. Par exemple, quel est le prix d'un téléphone portable? On ne sait pas. Parce qu'il y a tellement d'innovations, il y a tellement de téléphones portables, il y a tellement de formules avec comment dirais-je, des forfaits téléphoniques, etc., qu'en définitive, le prix du téléphone portable devient quelque chose d'assez mystérieux. En réalité, 3%, 10%, c'est tout à fait une marge commerciale que Samsung, par exemple, pourra faire baisser. Ce qui est vrai, c'est que, par exemple, les hydrocarbures augmenteront de 10%, mais je vous rappelle que dans le prix de l'essence à la pompe, le prix de l'hydrocarbure représente peut-être 30%, parce qu'après, vous avez le raffinage, la distribution, le transport, la taxe sur les produits pétroliers. Donc la grande majorité du prix de l'essence à la pompe, c'est autre chose que le prix de l'hydrocarbure. Par ailleurs, on n'a pas vu les prix augmenter significativement lorsque l'euro s'est déprécié. Je rappelle quand même que l'euro valait 1,65 $ en 2008, qui valait en 2014 1,39 $ et qui vaut aujourd'hui 1,06 $. C'est-à-dire qu'au cours des 3 dernières années, l'euro est passé de 1,39 à 1,06, c'est-à-dire a baissé de 25%, 2 fois et demi ce que perdra le franc si on crée le franc. Personne n'en s'est relevé la nuit, hein. L'euro a perdu 25% de sa valeur au cours des 3 dernières années. En fait, nous n'en avons pas été spécialement affectés. Mais il y a mieux. C'est qu'à partir du moment où on va laisser se déprécier le franc de 10% par rapport au cours pivot de l'euro actuel, on va relancer la croissance en France. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. La livre sterling a baissé de 10% à partir de juin 2016, au moment, justement, du vote du Brexit. Suite au vote du Brexit, la livre sterling a baissé d'environ 10%. Ça a été très finement géré par la Bank of England. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que le Royaume-Uni est le seul pays de l'OCDE qui a vu sa croissance redémarrer à toute allure. Le Fonds monétaire international de Mme Lagarde, qui avait prévu que ce serait l'apocalypse financière, toute honte bue, a dû reconnaître, 1, qu'il n'y avait pas d'apocalypse, et 2, c'est le seul pays de l'OCDE dont ils ont relevé le taux de croissance. Résultat des courses, les exportations ont bondi, les importations ont baissé, donc des emplois ont été créés, le taux de chômage vient de tomber à 4,6%. C'est exactement ce qui se passe au Royaume-Uni. Vous avez remarqué d'ailleurs à quel point les médias sont devenus extrêmement silencieux sur ce qui se passe au Royaume-Uni, de même qu'ils sont extrêmement silencieux sur ce que je dis. Sur BFM, 10 minutes après que j'avais fini de parler, il n'était déjà plus question de moi. Vous l'avez remarqué. En réalité, si nous baissons, si le franc nouveau perd 10%, on va avoir une relance de la croissance française, on va voir baisser le nombre de chômeurs. Ça se traduira certainement au bout de 2 ans ou à 3 ans par une augmentation du pouvoir d'achat des Français, justement, parce que la France, de nouveau, créera plus de richesses. Ainsi va l'économie, qui est une science qui n'est pas une science simple à comprendre et où il y a des quantités d'actions et de rétroactions que souvent les gens n'ont pas bien à l'esprit. Alors on me dit oui, mais si on quitte l'euro, les taux d'intérêt vont augmenter massivement, ça va être colossal, énorme, vous vous rendez compte, pour la dette, pour mon emprunt, etc., etc. Encore une fois, c'est faux.
Le monde, actuellement, est en excès de liquidité. Vous savez que les Américains produisent du dollar, en veux-tu, en voilà, n'en veux-tu pas, en voilà quand même. Ils font ça pour régler leur déficit de balance des paiements courants, notamment avec la Chine, mais avec tous les pays. Ils sont en fait en déficit commercial avec à peu près le monde entier. Donc le monde est submergé de dollars, de xénodollars, comme on dit. C'est des dollars, on ne sait plus à qui ils appartiennent. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes ont décidé de ne plus publier la masse monétaire M3, puisqu'on est dans une situation à peu près jamais vue. On ne sait pas où tout ceci va aller. En attendant, dans cet univers-là, les emprunts français resteront attractifs après la sortie de l'euro. C'est un des actifs les plus sécurisés. L'État peut d'ailleurs contraindre les banques françaises à acheter des obligations d'État, ce que je ferai si je suis élu président de la République, comme cela a été fait dans les années 90. En conclusion, les taux d'intérêt pour les emprunts des obligations assimilables au Trésor, mais aussi et par contre-coup pour les prêts aux particuliers, n'augmenteront pas significativement. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas du tout augmenter, mais ça sera une hausse qui sera finalement tout à fait contenue et tout à fait limitée, sans commune mesure, avec l'avantage énorme de voir 2 millions de personnes retrouver de l'emploi et la croissance redémarrer dans notre pays. Alors, il y a encore des gens qui me disent « Oui, mais si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont s'envoler. » Parce que vous comprenez, si l'euro s'effondre, si le nouveau franc s'effondre, la dette française va grimper d'autant. J'ai vu un monsieur qui avait été jadis, dans les années 81, parce qu'il était proche des socialistes, il avait été nommé à la direction d'une banque nationalisée en 81, qui était une banque, je n'ose pas le dire parce qu'il va se reconnaître. Enfin bref, il avait mené la banque à la faillite. Voilà. Alors ce monsieur a été remercié. Comme ça que ça se passe. C'est comme Madame Lagarde, vous savez, celle qui est venue nous donner des leçons sur la façon, c'est la catastrophe. Si le Royaume-Uni sortait de se voter pour le Brexit, cette même Madame Lagarde, qui, vous le savez, est passée devant la Cour de justice de la République, qui a dit ben voilà, vous avez dépensé sottement 406 millions d'euros, c'est pas très bien, il ne faudra pas le refaire. Vous vous rappelez ? C'était l'affaire lorsqu'elle a laissé un arbitrage où votre argent a été donné, 406 millions d'euros, à cette grande conscience morale qui est M. Bernard Tapie, qui a reçu 406 millions d'euros du contribuable. Je rappelle que nous, lorsqu'on dépasse de 5 km/h la vitesse limite, on se ramasse 1 ou 2 points en moins sur le permis et une amende. Mais lorsque Mme Lagarde, elle, dilapide 406 millions d'euros du contribuable, elle a simplement droit à une cour de justice qui dit écoutez, la prochaine fois, évitez. Alors revenons à nos moutons. Si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont-ils augmenter ? La réponse est non. C'est encore une tromperie de la propagande. Selon l'OFCE, 97% de la dette publique française est en droit français. C'est très important, c'est même fondamental, parce que c'est un grand principe du droit international, ce qu'on appelle la lex monetae, c'est-à-dire que les 97% en question, dans la mesure où une dette est dans un droit national, droit français, la dette sera automatiquement relibellée en nouveaux francs et au taux de change officiel. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé lorsqu'on est passé, en 1999, à l'euro. Rappelez-vous, avant, il y avait des dettes en marques en Allemagne, des dettes en francs en France, et puis d'un seul coup, c'est devenu des dettes en euros. Et d'ailleurs, aucun créancier n'a pu protester. En particulier, il y a des créanciers allemands qui avaient des créances en marques. À partir du moment où l'Allemagne laissait tomber le marque pour adopter une monnaie qui allait intégrer ce que les Allemands appellent les gypsies, ça veut dire les romanichels en anglais, parce que c'est Greece, Italy, Portugal, Spain and Ireland, c'est comme ça qu'ils disent, pas très gentil. À partir du moment où les Allemands appellent ça aussi les pays du Club Med, tout le monde savait que l'euro serait sans doute moins fort que le mark. Donc normalement, des créanciers de créances de la Bundesbank allemande auraient pu objecter au fait que d'être remboursés en euros. Ils n'ont pas pu le faire parce que c'était justement la lex monetae qui s'appliquait. Il en sera exactement de même pour les dettes des particuliers, dont 98,5% sont en droit français. Autrement dit, encore une bonne nouvelle, il n'y a absolument aucun risque, sauf sur des parts extrêmement faibles de l'ordre de 1 à 2%, absolument aucun risque de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires du fait de l'adoption du nouveau franc.